Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Tu aimes parler français mais tu bloques? Pas de panique, tu n'es pas seul. Dans cette vidéo spéciale, on te révèle 9 conseils concrets pour passer de A1 à C2. Même si tu te sens débutant, tu vas découvrir comment parler seul sans partenaire, transformer ton vocabulaire passif en actif, surmonter la peur de parler avec des natifs, améliorer ton accent et ta prononciation, intégrer la culture francophone dans ton apprentissage. Chaque astuce est simple, pratique et prête à l'emploi. Tu repartiras avec des stratégies pour parler plus fluidement et progresser même si tu avances lentement. Reste jusqu'à la fin, chaque conseil est essentiel pour booster ton français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Avenue. Je suis John Miller et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Notre sujet du jour est une petite phrase que beaucoup d'apprenants disent. J'aime bien de parler le français mais je sais pas. Cette phrase paraît simple, mais elle cache beaucoup de questions sur la langue, la confiance en soi et la pratique. Et moi je suis Emily Davis. Merci de nous rejoindre pour cet épisode spécial. Nous savons que parfois vous hésitez, que vous doutez de vos phrases ou de vos mots. Peut-être vous dites « Est-ce que je parle bien? Est-ce que les autres vont me comprendre? Est-ce que je fais trop d'erreurs ?» Ces doutes, tout le monde les connaît, du niveau A1 jusqu'au niveau C2. C'est exactement pour cela que nous avons préparé cette leçon. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez découvrir 3 grandes questions qui touchent tous les apprenants. Ce sont des questions difficiles, auxquelles il n'existe pas de réponse unique. Mais justement, en y réfléchissant ensemble, vous allez progresser, élargir votre vision du français et surtout, développer votre confiance. Alors ne partez pas ailleurs. Vous pourriez trouver d'autres vidéos, bien sûr, mais ici vous avez plus qu'une leçon. Vous avez un espace pour réfléchir, pour sentir que vous n'êtes pas seul dans vos efforts. C'est un vrai voyage linguistique. Restez avec nous et avançons ensemble. John, voici ma première question. Beaucoup de nos auditeurs se demandent « Comment puis-je pratiquer le français quand je n'ai personne autour de moi pour me corriger ?» C'est une difficulté universelle. Quand on vit dans un pays où on ne parle pas le français, il n'y a ni amis francophones, ni professeurs disponibles à chaque instant. Alors, comment continuer à progresser, à éviter de répéter toujours les mêmes erreurs et à garder le courage de pratiquer? Certains apprenants pensent qu'ils doivent attendre d'avoir un partenaire, un professeur ou un groupe. Mais est-ce vraiment la seule solution? N'existe-t-il pas d'autres moyens d'apprendre de façon autonome et efficace, même quand on est complètement seul? C'est une excellente question, Émilie, et je pense que beaucoup de spectateurs se reconnaissent dans cette situation. La vérité, c'est que la pratique d'une langue étrangère n'est pas limitée à la présence d'un partenaire. Bien sûr, parler avec un natif est idéal, mais il existe de nombreuses stratégies pour progresser seul. Premièrement, parlons de la pratique active. Vous pouvez créer un environnement francophone dans votre vie quotidienne. Par exemple, fixez-vous l'objectif de penser en français pendant quelques minutes chaque jour. Décrivez à voix haute ce que vous faites. Je prépare le café, je cherche mes clés, j'ouvre la fenêtre. Cette habitude simple développe votre vocabulaire et automatise vos phrases. Deuxièmement, l'autocorrection. Quand vous écrivez un petit texte ou que vous enregistrez votre voix, utilisez des outils de correction gratuits en ligne. Comparez votre phrase avec une version correcte et demandez-vous « Pourquoi est-ce différent ?» Cela transforme l'erreur en leçon. Troisièmement, utilisez la répétition et l'imitation. Écoutez un extrait d'un podcast, d'un film ou d'une chanson en français. Mettez-le en pause et répétez exactement la même phrase avec la même intonation. C'est un entraînement à la fois pour la grammaire et pour la prononciation. Quatrièmement, la créativité. Vous pouvez tenir un journal en français, inventer des dialogues, raconter des histoires à voix haute. Même si personne ne vous écoute, cette pratique renforce vos structures linguistiques. Enfin, il y a la dimension psychologique. Beaucoup d'apprenants attendent la situation parfaite pour parler. Mais en réalité, le secret, c'est de pratiquer dans l'imperfection. Il vaut mieux parler avec des erreurs que ne pas parler du tout. Les erreurs sont des pas vers la maîtrise. Alors, pour répondre à ta question, Émilie,
on peut progresser même seul. L'essentiel est d'avoir une discipline, une régularité et surtout, le courage de se confronter à ses propres limites. Très bien, John. Ma deuxième question concerne la motivation. Beaucoup d'apprenants disent, au début, j'étais très motivé. Mais après quelques mois, je perds mon énergie, je me fatigue, et parfois je veux abandonner. Alors ma question est, comment rester motivé sur le long terme? Le français, ce n'est pas seulement une langue à apprendre en 3 semaines, c'est un projet de plusieurs années. Comment faire pour garder le plaisir et la constance quand on rencontre des obstacles, des frustrations et des moments de découragement? Tu touches ici à un point essentiel, Émilie, la motivation. Beaucoup de personnes pensent que la motivation est un sentiment magique qui vient tout seul. En réalité, c'est quelque chose que l'on construit et que l'on entretient chaque jour. D'abord, il est important de comprendre que la motivation a 2 sources principales, la motivation externe et la motivation interne. La motivation externe vient de l'extérieur, passer un examen, obtenir un emploi, voyager en France. Mais la motivation interne, celle qui dure le plus, vient de l'intérieur, le plaisir de comprendre une chanson, la fierté de tenir une conversation, la curiosité de découvrir une culture. C'est cette motivation interne qu'il faut nourrir. Une stratégie efficace consiste à se fixer de petits objectifs réguliers. Par exemple, apprendre 10 nouveaux mots par semaine, lire un article court chaque jour ou regarder une vidéo sans sous-titres une fois par semaine. Ces petites réussites créent un sentiment de progrès constant. Ensuite, il faut varier les activités. Si vous ne faites que de la grammaire, vous allez vous ennuyer. Si vous ne faites que regarder des films, vous risquez de ne pas progresser en écriture. Alternez entre lecture, écoute, écriture et parole. La variété garde le cerveau actif et intéressé. Un autre aspect important est la communauté. Même si vous n'avez pas de francophones autour de vous, vous pouvez rejoindre des forums, des groupes en ligne, des chaînes YouTube comme French Avenue. Partagez vos difficultés et vos réussites avec d'autres apprenants crée un soutien psychologique très fort. Enfin, souvenez-vous que la motivation est liée à votre identité. Quand vous dites « je suis en train d'apprendre le français », c'est une activité. Mais quand vous dites « je suis une personne qui parle français », c'est une identité. Plus vous intégrez le français dans votre vie quotidienne, plus il devient une partie de vous-même. Donc, pour rester motivé, il ne faut pas attendre que l'envie vienne de l'extérieur. Il faut créer un système, un environnement et une identité qui soutiennent votre apprentissage jour après jour. Merci John. Ta réponse est très inspirante. Voici ma 3e et dernière question. Beaucoup d'apprenants disent « j'ai peur de parler avec des natifs. J'ai peur qu'ils se moquent de mon accent ou que je sois bloqué parce que je ne trouve pas mes mots. » Alors ma question est comment surmonter cette peur de parler? Même les étudiants avancés, parfois au niveau C1 ou C2, ressentent encore cette peur. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi elle existe et surtout, comment la transformer en force? Émilie, c'est une question cruciale. La peur de parler est universelle. Même des personnes très compétentes ressentent cette crainte. Il y a plusieurs raisons psychologiques à cela. Premièrement, il y a la peur du jugement. Nous pensons que les autres vont évaluer notre accent, nos erreurs, notre vitesse. Mais en réalité, la plupart des natifs sont heureux qu'un étranger essaie de parler leur langue. Ils ne cherchent pas la perfection, ils apprécient l'effort. Deuxièmement, il y a la peur du silence. Quand nous cherchons un mot et qu'il ne vient pas, nous avons l'impression que tout s'arrête. Pourtant, les silences existent même dans la conversation entre natifs. Prendre 2 ou 3 secondes pour réfléchir n'est pas un problème. Troisièmement, il y a le perfectionnisme. Beaucoup d'apprenants veulent parler sans faute. Mais la communication n'est pas la perfection, c'est l'échange. L'objectif n'est pas de parler comme un professeur de grammaire, mais d'être compris et de comprendre. Alors, comment surmonter cette peur? D'abord, il faut accepter qu'elle fait partie du processus. Au lieu de fuir la peur, utilisez-la comme moteur. Chaque fois que vous parlez malgré la peur, vous gagnez en confiance. Ensuite, préparez-vous avec des phrases simples. Ayez toujours dans votre mémoire quelques formules faciles. Pouvez-vous répéter « Je ne connais pas ce mot ». Pouvez-vous parler plus lentement? Ces phrases réduisent le stress, car elles vous donnent une solution quand vous êtes bloqué. Une autre méthode consiste à pratiquer des jeux de rôle. Imaginez une situation commandée au restaurant, demandez une direction et répétez-la seule ou avec un ami.
Plus vous simulez ces dialogues, plus vous serez à l'aise dans la réalité. Enfin, souvenez-vous que votre accent n'est pas une faiblesse, mais une richesse. Il raconte votre histoire, il montre votre parcours. Un accent, ce n'est pas une erreur, c'est une couleur. Donc, pour répondre à ta question, la peur ne disparaît jamais complètement, mais elle devient de plus en plus petite à mesure que vous pratiquez. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Et chaque mot que vous osez dire vous rapproche de la fluidité. John, voici une autre interrogation que je reçois souvent des apprenants. Beaucoup disent « J'ai appris beaucoup de vocabulaire, mais quand je veux parler, les mots disparaissent. Je comprends quand je lis ou quand j'écoute, mais je n'arrive pas à utiliser les mots au bon moment. » C'est une frustration énorme. On a l'impression d'avoir étudié pour rien. Alors ma question est la suivante. Pourquoi existe-t-il cette différence entre la compréhension passive et l'utilisation active? Et surtout, comment transformer le vocabulaire appris en un vocabulaire disponible, utilisable dans une conversation réelle? C'est une question très importante, Émilie, et je crois que tous les apprenants y font face. En linguistique, on distingue deux types de vocabulaire, le vocabulaire passif et le vocabulaire actif. Le vocabulaire passif, c'est tout ce que vous comprenez. Quand vous lisez un texte ou écoutez une vidéo, vous reconnaissez le mot et son sens. Le vocabulaire actif, c'est ce que vous êtes capable de produire spontanément, sans réfléchir. La différence entre les deux est énorme, parce que reconnaître un mot est beaucoup plus facile que l'utiliser dans le feu de l'action. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que l'activation d'un mot demande plusieurs étapes, mémorisation, rappel rapide et intégration dans une phrase correcte. C'est un processus cognitif beaucoup plus exigeant que la simple reconnaissance. Alors, comment transformer un mot passif en mot actif? D'abord, il faut pratiquer la production. Chaque fois que vous apprenez un mot, ne vous contentez pas de le lire. Écrivez une phrase avec lui. Dites cette phrase à voix haute. Utilisez-le dans un petit dialogue inventé. Plus vous manipulez activement le mot, plus il devient disponible. Deuxièmement, la répétition espacée. Si vous voyez un mot une seule fois, vous l'oubliez vite. Mais si vous le réutilisez plusieurs fois dans différents contextes, il s'ancre dans votre mémoire. Des applications de répétition espacée peuvent aider, mais le plus important, c'est de créer vos propres exemples. Troisièmement, le recyclage. Quand vous écrivez ou parlez, forcez-vous à réutiliser les mots appris récemment. Même si ce n'est pas naturel, cette discipline transforme rapidement un mot passif en mot actif. Enfin, acceptez que ce processus prend du temps. Un mot ne devient pas actif en une seule journée. Mais chaque utilisation, même maladroite, est une étape vers l'automatisation. Donc, pour résumer, la différence entre comprendre un mot et l'utiliser est normale. Mais avec de la pratique active, de la répétition et une stratégie consciente, tout apprenant peut élargir son vocabulaire actif et devenir plus fluide. Très clair, merci John. Je voudrais maintenant aborder une question plus culturelle. Beaucoup de nos spectateurs nous disent « J'apprends le français pour la langue, mais je me rends compte qu'il y a aussi une culture très riche. Pourtant, je ne comprends pas toujours les références culturelles, les blagues ou même les manières de parler. » Alors voici ma question. Comment un apprenant peut-il non seulement apprendre le français comme système linguistique, mais aussi s'intégrer à la culture francophone? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour parler couramment? Ou bien peut-on rester uniquement concentré sur la grammaire et le vocabulaire? C'est une excellente question, Émilie, car apprendre une langue n'est jamais seulement une affaire de grammaire. Le français, comme toute langue, est profondément lié à sa culture. On peut, bien sûr, se concentrer uniquement sur la structure linguistique, mais alors on risque de rester à la surface. Pourquoi la culture est-elle importante? Parce que la langue est un miroir des habitudes, des valeurs et de l'histoire d'un peuple. Par exemple, les formules de politesse françaises sont beaucoup plus développées que dans certaines autres langues. Dire « bonjour, madame » ou « excusez-moi de vous déranger » n'est pas seulement du vocabulaire, c'est une manière d'exprimer le respect social. Si vous ignorez ces nuances, vous pouvez paraître impoli, même si votre grammaire est parfaite. Deuxièmement, la culture donne du sens aux mots. Quand un Français fait référence à Astérix et Obélix ou à un chanteur comme Jacques Brel, ce n'est pas seulement une information, c'est une partie de son identité collective. Comprendre ces références, même un peu, permet de participer à la conversation et de se sentir inclus. Alors,
Comment intégrer la culture dans son apprentissage? Premièrement, diversifiez vos sources. Ne lisez pas seulement des manuels, regardez des films, écoutez des chansons, suivez l'actualité francophone. Même si vous ne comprenez pas tout, vous absorbez les codes culturels. Deuxièmement, intéressez-vous aux petits détails du quotidien. Comment on commande un café, comment on dit « tu » ou « vous », comment on exprime l'humour. Ces détails sont essentiels pour une communication naturelle. Troisièmement, soyez curieux. Posez des questions aux francophones. Pourquoi dites-vous cela? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Les natifs apprécient quand un apprenant s'intéresse sincèrement à leur culture. Enfin, il faut comprendre que la culture n'est pas un supplément optionnel. Elle est une partie intégrante de la langue. Vous pouvez parler français sans culture, mais vous parlerez un français mécanique, sans âme. En revanche, si vous intégrez la culture, votre français deviendra vivant, nuancé et profondément humain. John, je voudrais maintenant aborder un problème très technique mais très fréquent. Beaucoup d'apprenants disent « La grammaire française est trop compliquée. Il y a trop de règles, trop d'exceptions, trop de conjugaisons. J'étudie, mais je n'arrive pas à tout retenir et je me sens toujours bloqué. » Alors ma question est, faut-il vraiment tout apprendre par cœur pour maîtriser la grammaire? Ou existe-t-il une approche différente, plus naturelle, pour comprendre et utiliser la grammaire sans être découragé? Tu poses là une question essentielle, Émilie, car beaucoup d'apprenants associent le français à une montagne de règles impossibles à mémoriser. La première chose à comprendre, c'est que la grammaire n'est pas un obstacle, mais un outil. Elle existe pour rendre la communication claire et organisée, pas pour compliquer la vie. Il est vrai que la grammaire française comporte des exceptions. Mais il ne faut pas essayer de tout apprendre d'un coup. La clé, c'est la progressivité. Commencez par les structures les plus utiles pour la communication quotidienne, le présent, les articles, les adjectifs, les questions simples. Ensuite seulement, élargissez vers les temps composés, le subjonctif ou les constructions plus rares. Deuxièmement, il est plus efficace d'apprendre la grammaire en contexte. Par exemple, si vous apprenez le passé composé, ne l'étudiez pas isolément. Lisez un petit récit, regardez une scène de film où les personnages racontent ce qu'ils ont fait. Cela vous permet de voir la grammaire en action comme un outil de narration. Troisièmement, n'ayez pas peur des erreurs. La grammaire s'acquiert surtout par l'usage. Quand vous faites une faute, c'est l'occasion de comprendre la règle plus profondément. En réalité, une erreur corrigée vaut mieux que 10 règles apprises par cœur et vite oubliées. Une autre stratégie consiste à utiliser des comparaisons avec votre langue maternelle. Parfois, les règles sont très différentes, parfois elles sont étonnamment proches. Observer ces ressemblances et différences aide la mémoire. Enfin, rappelez-vous que même les natifs ne connaissent pas toutes les règles théoriques. Beaucoup de Français ne peuvent pas expliquer une règle, mais ils la pratiquent naturellement. L'objectif, pour vous, n'est pas de devenir un grammairien, mais un communicateur efficace. Donc non, il ne faut pas tout mémoriser de manière mécanique. Il faut avancer étape par étape, pratiquer en contexte, accepter les erreurs et utiliser la grammaire comme un allié pour s'exprimer avec clarté. Merci John, c'est rassurant. Maintenant, j'aimerais poser une question plus personnelle qui touche beaucoup d'apprenants. Certains me disent « J'ai peur de comparer mon niveau avec celui des autres. Je vois des gens qui progressent plus vite que moi, qui parlent avec plus d'aisance. Alors je me sens en retard, je perds confiance, et parfois je me dis que le français n'est pas pour moi. Alors, voici ma question, comment gérer cette comparaison avec les autres apprenants? Et comment garder confiance en son propre chemin, même si on avance plus lentement que les autres? Émilie, c'est une question très délicate et très humaine. La comparaison est naturelle. Nous observons les autres, nous évaluons nos progrès à travers leur réussite. Mais cette habitude peut devenir un piège, surtout dans l'apprentissage des langues. D'abord, il faut comprendre une chose, chaque apprenant a un parcours unique. Certains avancent rapidement parce qu'ils ont déjà appris d'autres langues. D'autres progressent vite parce qu'ils ont plus de temps libre. Et certains semblent aller plus lentement, mais en réalité ils construisent une base plus solide. La vitesse ne dit pas tout sur la qualité de l'apprentissage. Ensuite, il est essentiel de se concentrer sur son propre progrès. Comparez-vous non pas aux autres, mais à vous-même d'il y a 3 mois, 6 mois, 1 an. Posez-vous la question, est-ce que je comprends plus qu'avant?
Est-ce que je peux dire des phrases que je ne pouvais pas dire hier? Ces petites victoires montrent que vous avancez, même si le chemin est long. Un autre point important, la comparaison peut être transformée en inspiration. Au lieu de penser « il est meilleur que moi », dites-vous « il me montre ce qui est possible ». Voyez les autres non comme des rivaux, mais comme des exemples. Il faut aussi accepter que le doute fait partie du processus. Même les étudiants avancés ont des moments où ils se sentent faibles. Le courage, c'est de continuer malgré ces moments. Enfin, rappelez-vous que la langue n'est pas une compétition. Le but n'est pas de gagner contre les autres, mais de construire votre propre capacité à communiquer, à comprendre, à vous exprimer. Votre parcours est personnel et précieux, même s'il est plus lent. Alors, pour répondre à ta question, la comparaison peut être dangereuse si elle détruit la confiance, mais elle peut devenir une force si elle est utilisée comme inspiration. Le secret, c'est de garder les yeux sur votre propre progrès et de célébrer chaque pas, petit ou grand, sur le chemin du français. John, j'aimerais maintenant parler d'un sujet qui surprend souvent les apprenants, l'accent et la prononciation. Beaucoup disent « j'arrive à lire et à écrire, mais ma prononciation reste mauvaise. On me comprend, mais je sens que mon accent est très étranger. » Certains se demandent même s'il est possible de parler français sans accent, ou du moins avec un accent très proche de celui des natifs. Alors, ma question est la suivante, est-il vraiment nécessaire de travailler l'accent et la prononciation pour être considéré comme un bon locuteur? Et quelle méthode pratique un apprenant peut-il utiliser pour améliorer son accent sans passer des années dessus? C'est une excellente question, Émilie, car la prononciation et l'accent préoccupent énormément les apprenants. D'abord, il faut dire une chose rassurante. Avoir un accent étranger n'est pas une erreur. C'est simplement une trace de votre identité linguistique. La plupart des natifs n'attendent pas de vous une prononciation parfaite, mais une prononciation claire et compréhensible. Cependant, il est vrai que travailler la prononciation a plusieurs avantages. Une bonne prononciation facilite la communication. Vous êtes compris plus vite, vous évitez les malentendus et vous gagnez en confiance. De plus, lorsque vous prononcez correctement, vous mémorisez mieux les mots, car le son et l'orthographe sont associés dans votre esprit. Alors, quelle méthode utiliser? Premièrement, l'écoute attentive. Exposez-vous régulièrement à des voix francophones, films, podcasts, actualités. Mais ne vous contentez pas d'écouter passivement. Imitez activement. Répétez les phrases après l'orateur, comme un acteur qui apprend un rôle. C'est ce qu'on appelle la technique de l'ombre, shadowing. Deuxièmement, concentrez-vous sur les sons spécifiques au français, comme le U, le R, guttural ou les nasales en, on, in. Travaillez-les séparément, puis intégrez-les dans des mots et des phrases. Troisièmement, enregistrez votre voix. Écoutez la différence entre votre prononciation et celle d'un natif. Cette comparaison est parfois un peu difficile, mais elle est extrêmement efficace. Quatrièmement, apprenez à maîtriser le rythme et la mélodie du français. Ce n'est pas seulement une question de sons isolés, mais aussi de fluidité. Le français a une musicalité particulière, différente de l'anglais, de l'espagnol ou de l'arabe, par exemple. Enfin, fixez-vous des objectifs réalistes. Vous n'allez peut-être pas perdre totalement votre accent, mais vous pouvez viser la clarté, la fluidité et une prononciation agréable. Et souvenez-vous, votre accent est une richesse, pas un handicap. Ce qui compte, c'est d'être compris et d'exprimer vos idées avec confiance. Merci John, c'était très éclairant. J'aimerais maintenant poser une dernière question qui concerne le futur des apprenants. Beaucoup disent « D'accord, j'apprends le français aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux réellement en faire demain ?» Certains craignent que leurs efforts soient inutiles, surtout s'ils ne prévoient pas de vivre en France. Alors voici ma question. À quoi peut servir concrètement le français dans la vie professionnelle, personnelle ou même intellectuelle? Et pourquoi est-ce une langue qui mérite autant d'efforts, du niveau débutant au niveau avancé? C'est une très belle question pour conclure, Émilie, car elle touche au sens profond de l'apprentissage. Beaucoup d'apprenants ont besoin de savoir pourquoi avant de continuer à travailler dur. D'abord, sur le plan professionnel. Le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde et l'une des langues officielles de nombreuses organisations internationales, l'ONU, l'Union européenne, l'UNESCO, l'Union africaine. Parler français peut ouvrir des portes dans la diplomatie, le tourisme, l'éducation,
le commerce international. Même si vous vivez loin de la France, il existe de nombreux pays francophones en Afrique, au Canada, en Europe et dans les Caraïbes. Sur le plan personnel, le français est une langue de culture. C'est la langue de grands écrivains comme Victor Hugo, de philosophes comme Voltaire, de cinéastes, de chanteurs, de peintres. Apprendre le français, c'est avoir accès directement à ces œuvres, sans traduction. C'est une expérience intellectuelle incomparable. Ensuite, il y a la dimension humaine. Apprendre une langue, c'est aussi rencontrer des personnes. Le français vous permet de dialoguer avec des millions de locuteurs à travers le monde. Cela crée des amitiés, des échanges, des opportunités de voyage plus authentiques. Enfin, le français développe vos capacités cognitives. Les recherches montrent que l'apprentissage d'une langue étrangère améliore la mémoire, la concentration, la créativité. Même si vous n'utilisez pas le français chaque jour, le processus d'apprentissage enrichit votre esprit et votre manière de penser. Alors, pourquoi le français mérite-t-il autant d'efforts? Parce que ce n'est pas seulement un outil de communication, c'est une clé vers un monde plus vaste. Un monde de culture, de relations humaines et d'opportunités professionnelles. Chaque heure passée à l'apprendre est un investissement qui portera ses fruits, d'une manière ou d'une autre, dans votre avenir. Si cette vidéo vous aide à progresser en français, likez-la, partagez-la avec vos amis qui apprennent le français et abonnez-vous à French Avenue pour ne manquer aucun épisode. Nous voulons aussi connaître votre expérience. Quelles sont vos plus grandes difficultés en français? Quelle stratégie fonctionne pour vous? Laissez un commentaire ci-dessous et échangeons ensemble. Votre participation nous aide à créer une communauté active et bienveillante où chacun peut progresser à son rythme.